à tous, bienvenue dans ce journal du dimanche 16 mai 2021. Très heureux de vous retrouver et à la une de cette édition. Des manifestations ont eu lieu ce samedi avec une nouvelle fois des violences à Paris. Nous ferons le point dans quelques instants sur les rassemblements en France. Et Cyril Hermindinquet, syndicat de police tête de liste dans le Loiret pour les régionales, conseiller du Rassemblement national, sera avec nous pour réagir aux violences dans les manifestations, mais aussi de l'assassinat d'Éric Masson en France. Sommes-nous vraiment en sécurité? Réponse dans un instant. Valentin Masson, tueur présumé de son patron et de l'un de ses collègues, s'est rendu hier à la police en début de soirée. Nous ferons le point dans un instant avec Rodrigue Bedin qui sera ici même en plateau avec nous pour les toutes dernières informations. Nous partirons à l'étranger, à Tel Aviv, en Proche-Orient, où la situation est de plus en plus compliquée, avec plusieurs coups de roquettes tirés sur l'Israël. Reportage de nos journalistes dans quelques instants. En France, une nouvelle fois, place au déconfinement. En effet, ce mercredi sera la deuxième phase du déconfinement. Le dernier calendrier et les dernières informations sur la campagne de vaccination dans quelques minutes. Michel Fourniret, le tueur en série, est mort à l'âge de 79 ans, condamné pour avoir tué 8 jeunes femmes et suspecté de 4 autres meurtres, est décédé, selon dit, emportant avec lui de nombreux secrets que la justice tentera de percer. Et malgré l'interdiction de la police, les manifestants ont été dispersés par le dispositif policier. Des groupes se sont ensuite formés dans plusieurs endroits de la capitale. Des manifestations autorisées ont eu lieu également dans plusieurs autres villes en France, comme Nantes ou encore Strasbourg, à partir de 15h, alors que les manifestants commençaient à se rassembler. Malgré l'important dispositif policier à Paris, ils étaient presque immédiatement refoulés par les forces de l'ordre. Les canons à eau ont été également mis en marche pour faire reculer la foule qui se repliait en scandant des slogans. Retour sur ces informations avec les toutes dernières informations de Mikey Suplon. De nombreuses manifestations pro-palestiniens ont eu lieu en France, notamment à Lille, Marseille ou encore Strasbourg. Ils sont venus dénoncer l'escalade entre Israël et le Hamas. À Paris, la manifestation était interdite par la préfecture de Paris. Entre 600 et 700 manifestants auraient brillé l'interdiction et plus de 4200 gendarmes et policiers ont été déployés. Un gendarme a été blessé par des projectiles boulevard Orano. Il a été pris en charge par les pompiers. Il a été transporté à l'hôpital. 44 interpellations rien qu'à Paris. Et en parlant de violence, à présent, retrouvons tout de suite Cyril Hermindinquet. Vous êtes en ligne avec nous. Bonjour. Donc vous êtes syndicat de police, tête de liste pour les régionales dans le Loiret et conseiller du Rassemblement national. Merci d'avoir accepté mon invitation. Une nouvelle fois à Paris, des tensions éclatent dans une manifestation pro-palestinienne qui était pourtant interdite par la préfecture de police, sur demande du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Aujourd'hui, en France, peut-on manifester sans violence? Alors, théoriquement, les manifestations sont prévues. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une démocratie et nous avons un système politique assez fiable, assez démocratiquement admis, pour pouvoir permettre à la population d'exprimer un certain sentiment de désadhésion à telle ou telle chose en procédant à une manifestation. Manifester, c'est un droit. Il suffit de déclarer en préfecture sa manifestation, de prendre les mesures nécessaires pour qu'il n'y ait pas de débordement, et n'importe qui peut manifester pour n'importe quel sujet sans qu'il y ait de soucis. Néanmoins, à ce jour, on observe un nouveau comportement qui est, somme toute, assez récent. Les gens, quand ils manifestent, ça tourne rapidement à l'insurrection. Je n'ai pas d'explication à ça, mais nos manifestants d'aujourd'hui partent du principe que exprimer son désaccord avec une politique gouvernementale ou avec un autre sujet, quel qu'il soit, il faut tout casser, tout détruire, tout enflammer pour se faire entendre. Ce qui donne lieu à ces scènes de quasi-insurrection qu'on peut voir parfois sur des débordements de manifestations autorisées ou quasi systématiques sur des manifestations interdites qui sont forcément, parce qu'elles ont été interdites, réprimées. Et donc, ce système-là, quand on voit une répression policière face à une manifestation qui a dégénéré, où il y a des dégradations de mobilier urbain, ou alors lorsqu'il y a des agressions sur des policiers,
c'est tout à fait normal, c'est la conséquence directe du fait de ne pas obéir à la loi. Parce que force doit rester à la loi, et donc manifester son mécontentement, ça n'est pas avoir un chèque en blanc signé pour pouvoir détruire le mobilier urbain, agresser des policiers. Ça n'est pas ça. En tout cas, ça n'a pas été prévu comme ça dans le droit français. Est-ce que cette situation est-elle déplorable? La situation dans le pays au sens large, je dirais pas forcément qu'elle est déplorable ni incontrôlable. Je dirais juste qu'elle n'est pas contrôlée, justement. Je joue sur les mots, mais nous aurions, nous policiers, la possibilité de remettre l'ordre républicain nécessaire dans le pays. Il se trouve juste qu'il n'y a pas la volonté politique derrière pour que ce soit le cas. J'ai des collègues de certains syndicats extrémistes qui parlent de mettre l'armée dans la rue pour boucler les zones de non-droit. C'est complètement stupide. Nous avons, nous, policiers, largement la possibilité de tenir l'ensemble du territoire national. Au besoin, nous avons une force de deuxième niveau, qui est la gendarmerie mobile, qui est tout à fait capable de venir en appui et de remettre de l'ordre là où il y a besoin d'en remettre. Nous n'avons absolument pas besoin de l'armée, dont ce n'est pas la compétence. Mais il est vrai qu'à ce jour, et là je ne me l'explique pas, il y a un gros manque de volonté politique de restaurer l'état de droit. Il y a un certain laisser-aller. Il y a une mise en cause perpétuelle des policiers. Il y a une tolérance sur les incivilités, sur les actes de délinquance de plus en plus grande, qui ne font qu'amener les délinquants à avoir un sentiment d'impunité et à aller toujours plus loin dans leur phénomène de déviance, toujours plus loin dans la violence et toujours plus loin dans les délits qu'ils commettent et les crimes qu'ils commettent. Et revenons un instant sur l'assassinat du policier Éric Masson ou encore de Stéphanie à Rambouillet. De plus en plus donc, de policiers sont attaqués dans l'exercice de leurs fonctions. Est-ce que nos forces de l'ordre sont toujours suffisamment protégées? Alors, nous sommes suffisamment protégés par nos armes, par notre armement, notre équipement, oui. Nous ne sommes pas suffisamment protégés par la loi. Pourquoi? Parce que nous avons un système légal de légitime défense qui est parfaitement prévu. L'article 122.5 du Code pénal nous protège très bien. L'article 434 et suivant du CSI, du Code de sécurité intérieure, nous protège encore mieux. Néanmoins, le gros souci que l'on a, c'est que cette présomption de légitime défense ne s'applique jamais aux policiers. C'est-à-dire qu'on a beau être en légitime défense aux yeux de la loi, on se retrouve toujours mis en cause par les services d'enquête interne, comme l'IGPN, par les magistrats. Et très souvent, pour calmer la vindicte populaire, on va aller punir, voire sacrifier des policiers, des fonctionnaires qui ont fait correctement leur travail, tout simplement pour calmer la grogne de quelques dizaines de milliers d'individus qui, en réalité, ne sont que des délinquants. Et c'est bien là que c'est lamentable. C'est qu'aujourd'hui, on a l'État qui lâche ses policiers, on a l'État qui lâche les fonctionnaires qui sont garants de sa protection. Et les politiques, eux, sont les premiers à nous lâcher, voire même à nous lyncher, si c'est dans leur intérêt pour des visées électorales. Président Macron joue un jeu très compliqué là-dessus. De nouvelles mesures pour renforcer la sécurité des policiers. Est-ce qu'ils ont assez de moyens, ces policiers? Non, mais vous pourriez me mettre 1 million d'euros sur la table pour renforcer la sécurité des policiers, ça ne changerait strictement rien. Dès lors où un policier ne peut pas faire usage de son arme administrative quand il est attaqué et que sa vie est mise en danger, on n'a pas besoin de moyens supplémentaires. Aujourd'hui, si vous avez une bande de jeunes, comme on les appelle, ou comme les journalistes et certains politiques aiment même les appeler, si vous avez une quinzaine de jeunes qui tombent à main nue sur un policier, ils peuvent le fracasser, le policier ne fera pas usage de son arme, alors qu'en soi, sa vie est menacée. Donc théoriquement, il pourrait, dans le cadre de la loi, il aurait le droit de faire usage de son arme. Mais sur 15 assaillants, tous non armés, ben, qui doit viser? Qui doit-il abattre en premier? Et que se passera-t-il s'il le fait? Ben, la suite, je la connais. C'est-à-dire que s'il fait usage de son arme à un moment ou à un autre, il sera étiqueté comme un assassin. Les 15 individus qui sont venus pour le tabasser seront tous de victimes innocentes qui passaient par là par hasard et qui ont été mis en cause à tort. Et on se retrouvera avec une pauvre victime, le délinquant venu agresser, et un méchant assassin, le policier qui s'est tout juste défendu. Alors on vous dit tout le temps, il faut que
l'usage de l'arme soit légitime, proportionné et vraiment au moment où il y a atteinte à la vie du policier. Mais quand on se fait tabasser par des gens non armés, ça se passe comment? C'est 2 secondes avant de tomber dans le coma, c'est quand tous les os sont brisés, on ne peut pas le savoir, forcément il n'y a rien qui le définit. Aux États-Unis, si vous approchez trop près un policier, à moins de 6 mètres, il est déjà en état de légitime défense s'il vous tire dessus. Pourquoi? Parce qu'on part du principe que vous pouvez porter atteinte à son intégrité physique et qu'il n'est donc plus en sécurité. En France, notre légitime défense pourrait permettre ce type d'appréciation, mais ce serait le fait d'une jurisprudence nécessaire qui n'a jamais été mise en place par les magistrats. Donc tant que les magistrats ne jouent pas le jeu, ça ne sert à rien de vouloir investir de l'argent supplémentaire ou de mettre des moyens humains supplémentaires. Ça ne changera strictement rien si ce n'est multiplier les cibles pour les potentiels auteurs d'attentats contre les policiers. Beaucoup, Cyril Hermann-Inquier, on ressent votre colère et merci d'avoir choisi la R1. Merci infiniment à ceux qui sont dans la petite lucarne et qu'on ne voit pas forcément à l'écran pour cette interview. Je le rappelais donc, vous êtes tête de liste pour les régionales dans les départementales du Loiret et par mesure donc d'équité politique, je vais vous énoncer les autres candidats dans la région Centre-Val de Loire du département du Loiret. Dominique Clerc de Lutte ouvrière, Karine Fischer de la France Insoumise, Carole Canette du Parti Socialiste et donc vous, Cyril Hermann-Inquier pour le Rassemblement national. Puis un mot de politique à présent, c'était vendredi la date finale donc pour déposer les listes électorales et c'est maintenant la dernière journée pour les candidats pour se porter candidats et donner leur tête de liste. Ces élections régionales et départementales qui se tiendront donc les 20 et 27 juin prochains, ce sera en effet à suivre sur R1. Partons à l'étranger à présent, où les frappes dans le Proche-Orient se poursuivent. Des avions israéliens ont de nouveau frappé Gaza. Samedi, des combattants du Hamas ont riposté en tirant des roquettes en direction d'Israël, alors que des hostilités se sont poursuivies pour une 5e nuit, en dépit des efforts menés par la communauté internationale pour mettre fin aux violences. Les dernières informations à Gaza avec notre journaliste Rodrigue Bedin. Depuis une semaine à Tel Aviv, les vies sont désormais rythmées par la sirène d'alarme de la ville. Lorsque celle-ci retentit, les habitants n'ont que quelques secondes pour se mettre à l'abri. Même au beau milieu de la nuit, le ciel devient lumineux, ce sont des roquettes qui sont tirées depuis Gaza, et si la plupart sont interceptées par le système antimissile appelé le dôme de fer, certaines arrivent à passer sous les radars et viennent s'écraser au milieu des villes. Pour comprendre ce qui a mené à cette violence entre Israël et Palestine, il faut remonter au 7 mai dernier, lorsque des heurts ont éclaté sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem, alors que des accrochages se produisent depuis plusieurs jours. Des Palestiniens rassemblés pour la rupture du jeûne ce soir-là ont jeté des pierres sur la police israélienne pour protester contre un projet de construction de nouveaux logements à Jérusalem, menaçant d'expulsion des familles palestiniennes. Ce sont les premiers heurts qui ont mené à cette violence. Depuis, la violence a gagné un cran, les immeubles sont pulvérisés par les différentes frappes et s'effondrent un par un, parfois en plein direct à la télévision. Oh my God, yes! Ces affrontements ne sont pas encore terminés, il s'agit des plus violents depuis le début des années 2000. De retour en France, à présent, cette semaine a eu lieu la traque à un homme, il a 29 ans, il s'appelle Valentin Masson, il s'est donc rendu hier à la gendarmerie. Voyons cela avec Rodrigue Bedin qui est avec nous en plateau. Alors Rodrigue, comment s'est déroulée l'arrestation hier? En effet, bonjour d'avion, bonjour à tous. La traque pour retrouver Valentin Masson a en effet pris fin ce vendredi soir dans le Gard. Valentin Masson, on le rappelle, il est soupçonné d'avoir tué son patron et un de ses collègues dans une scierie dans laquelle il travaillait dans le Gard. Et depuis mardi matin, les recherches se poursuivaient 24 heures sur 24. Un important dispositif de gendarmes était mis en place. Ils étaient 200 au début des recherches mardi matin. Ils sont montés jusqu'à 350 gendarmes mobilisés jour et nuit pour le retrouver jusqu'au plus haut de l'enquête. Et ce, jusqu'à vendredi soir, où c'est finalement Valentin Masson lui-même qui s'est rendu à la police sans opposer de résistance. Il s'est rendu vers 19h25 près de l'église de Saint-Marcel de Fontfouillouse, donc dans le Gard, dans la commune des Plantiers. Alors il faut dire que les gendarmes avaient tout fait pour le retrouver. Ils avaient fait une certaine pression la veille. Ils avaient demandé par exemple au père
d'enregistrer un message qui a été diffusé par haut-parleur en espérant que le tueur présumé entende ce message et qu'il se rende. C'est finalement ce qui s'est passé ce vendredi. Dans 16 heures, mais quel est le profil de cet homme, Valentin Masson? Effectivement, 4 longues journées de recherche et un profil défini encore comme dangereux par certains enquêteurs. Valentin Marclon est âgé de 29 ans, en couple et père d'une fille de 1 an. Et durant les recherches, c'est un véritable arsenal qui a été découvert chez lui. Alors, durant les différentes recherches et au cours des différentes conférences de presse qui ont été données, notamment par le procureur et donc également par des gendarmes, un gendarme, justement, avait évoqué le terme de survivaliste pour le qualifier. Le procureur de la République de Nîmes a lui évoqué des aptitudes de survie. En tout cas, le tireur présumé ne serait pas en lien avec une quelconque organisation. Ça, c'est pour ce qui s'est passé sur les jours qui ont suivi le passage à l'acte et donc les 4 jours de recherche. Mais avant le passage à l'acte, on sait que Valentin Marclon avait déjà eu plusieurs changements de comportement. Entre autres, il se rendait au travail avec un gilet pare-balles depuis maintenant plusieurs semaines. Le tueur présumé a été placé en garde à vue, c'est le procureur de la République qui l'a annoncé hier soir. Mais quelles sont les prochaines étapes pour le tueur présumé? La prochaine étape, elle semble logique, c'est le moment de l'enquête. Le procureur avait indiqué vendredi soir que pour le moment, Valentin Marclon avait surtout besoin de se reposer. Effectivement, au moment de son interpellation, il était déshydraté, affamé, hagard et extrêmement fatigué, selon ses mots. Et il a tout de même été placé en garde à vue pour assassinat. On le rappelle, pour le meurtre de son patron et de un de ses collègues. La garde à vue peut durer jusqu'à 48 heures sans prolongation et il risque jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle. Et avant de vous rendre la parole d'avion, j'ajoute une dernière information. Une nouvelle conférence de presse qui se tiendra avec le procureur de la République de Nîmes et certainement des gendarmes qui l'accompagneront. Ça sera ce dimanche à 11h30. Il fait donc une conférence de presse que vous pourrez suivre notamment sur notre compte Twitter AR1 Info. Merci beaucoup Rodrigue. Autre enquête, elle qui va en laisser plus d'une en suspens. En effet, Michel Fourniret, le tueur en série, est donc mort à 79 ans. Il laisse derrière lui le cortège macabre de victimes et sans doute de terribles secrets inavoués. Michel Fourniret, l'un des pires prédateurs de l'histoire récente, joueur d'échecs convaincu de son talent, retour sur cet homme avec Mikey Suplon. Michel Fourniret, surnommé l'ogre des Ardennes, est mort à l'âge de 79 ans. Ce lundi, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Il souffrait d'un problème cardiaque. En 1967, première condamnation pour Michel Fourniret pour agression sexuelle sur mineur. En 1984, il a été incarcéré pour une dizaine d'agressions sexuelles et de viols sur mineurs. Alors incarcéré, il rencontre Monique Olivier, avec qui ils ont eu un enfant ensemble. En 1987, il a été libéré pour bonne conduite. En décembre de la même année, il enlève et tue Isabelle Laville, une adolescente de 17 ans. En 2003, il a été arrêté en Belgique, puis en mai 2008, il sera condamné à la perpétuité par la cour d'assises des Ardennes pour 5 meurtres, celui d'Isabelle Laville, Fabienne Leroy, Marie-Jeanne Desideratum, Natacha Fanès et Isabelle Brochette, commis entre 1987 et 2001. Et Monique Olivier évoquera, elle, de la perpétuité, assortie d'une peine de 20 ans de prison. Le couple qui divorcera en 2010. Et en France, la situation sanitaire s'améliore. En effet, mercredi aura lieu la deuxième phase du dit déconfinement des autorités publiques. Les dernières dates, mais aussi les films à voir en cette réouverture, avec plus de 400 films en attente, avec notre journaliste Mikey Suplon. Le 19 mai, les restaurants et les bars pourront rouvrir leurs établissements jusqu'à 21h en terrasse avec des demi-jauges de 50% de leur capacité. Et il faudra être pas plus de 6 personnes à table. Il sera interdit de consommer debout et il faudra porter le masque. Pendant que vous commandez, le 19 mai, les cinémas pourront eux aussi rouvrir leurs portes avec plus de 400 films en attente en raison des confinements, comme Les Tuches, James Bond ou encore OSS 117. L'épidémie a fait à ce jour plus de 750 000 personnes infectées et 107 584 morts en France.
Alors qu'à ce jour, plus de 20 millions de personnes ont reçu au moins une injection, le gouvernement fixe un nouveau objectif, les 30 millions de personnes vaccinées à la mi-juin. Et c'est donc ainsi que s'achève cette édition du journal. Dans quelques instants, rendez-vous sur un podcast Transport Vert avec Théo Tourné qui vous accompagne. Restez avec nous sur AR1, vous retrouvez ce samedi à 10h le grand format présenté par Stephen Combe. Il reviendra sur le bicentenaire de Napoléon Bonaparte. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours et l'information se poursuit sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez d'ailleurs nous retrouver également sur TikTok AR1 Info. Très belle soirée à vous. Merci, bonsoir.